J'ai lu beaucoup de choses là-dessus où toutes les femmes, en fait, elles se plaignaient exactement des mêmes effets secondaires que moi. Et je me suis dit à un moment donné, c'est comme ça. Je peux pas lutter a priori, donc tant pis, ok, allons-y gaiement. Je vais subir ça, je vais continuer à manger, je vais continuer à vivre, et puis tant pis, c'est comme ça, on peut rien y faire. Les autres, elles y arrivent pas, donc pourquoi moi j'y arriverai? Et je me suis dit, là c'est fini, je subis plus, c'est moi qui reprends le pouvoir, et c'est pas l'hormonothérapie qui va me dire à quoi je vais ressembler. Donc je prends mes petites armes, je rassemble tout ce que j'ai. Moi, le cancer, il m'a rien pris, il m'a appris. Il m'a appris plein de choses. Il m'a appris que je pouvais aimer mon corps à 50 ans avec un sang en moins. Voilà, je l'aime, mon corps. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Waouh, quel épisode! J'ai demandé à Marie de témoigner parce que j'ai la certitude que son histoire va résonner auprès de tant de femmes. Comme beaucoup d'entre nous, Marie avait lu tous ces témoignages hyper déprimants sur l'hormono, si bien qu'elle pensait que c'était quasi une fatalité de prendre du poids, d'avoir mal aux articulations, d'être fatiguée, et j'en passe. Et en plus, son oncologue abondait dans son sens en lui disant « Ah ben oui, toutes les femmes me disent ça. Franchement pas top, la toubib. Elle ne semble pas connaître les soins de support, ni être désireuse de chercher des solutions avec sa patiente. » Ce qui me rend malade avec tous ces commentaires si négatifs sur ce traitement, qui reste la clé de voûte du traitement contre le cancer du sein hormonodépendant, c'est que les femmes flippent tellement avant même de commencer. Et, je tiens à dire, j'étais pareil, exactement la même. Si j'ai invité Marie, c'est parce qu'elle a un message très fort. Elle nous dit avoir subi son parcours du cancer, elle a été le parfait petit soldat, mais suite à un déclic qu'elle vous racontera, elle a décidé de reprendre le contrôle de son hormono en arrêtant de croire que tout ce qui lui arrivait, prise de poids de 18 kilos, douleurs articulaires, alimentation émotionnelle, était une fatalité et qu'il n'y avait pas moyen de sortir de tout cela. Elle a mis en place plein de petites choses aux grands effets. Un désir profond de reprendre les rênes de sa vie et d'aimer à nouveau son corps. Aimons-nous notre propre corps? Comment parlons-nous à notre corps? Comment le traitons-nous? Après tant d'épreuves, de mutilations, pas évident d'aimer ou d'aimer à nouveau son corps. Notre corps qui a tant enduré, mais qui nous a porté aussi. C'est tout un cheminement et nous la suivrons dans le sien. Elle nous parlera d'activité physique douce et plus précisément la marche, d'alimentation intuitive, de son ex-addiction au sucre, de sa perte de poids importante, de comment elle a pris soin d'elle et surtout comment elle se sent aujourd'hui libérée d'un poids au sens propre comme au sens figuré. Et c'est merveilleux. Nous avons aussi parlé de l'injonction à faire quelque chose d'extraordinaire de sa maladie, d'invalidité, de reconstruction à plat. Un beau partage, plein de sincérité, de générosité et d'amour. D'amour de la vie, d'amour de ce qui est, que j'ai mis entre guillemets, sans devoir faire quelque chose d'extraordinaire. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Delphine. Écoute, je suis absolument ravie que tu aies accepté de témoigner sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Écoute, je t'ai contactée en fait parce que tu as écrit un témoignage qui m'a très fort marqué. Et pas que moi, il me semble. Ça a marqué d'autres femmes et donc je t'ai tout de suite contactée. Tu as tout de suite dit oui, on devait enregistrer hier. Là, on est dans des bonnes conditions pour le faire. Et vraiment merci. Tu as beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Et je vais d'abord te demander de te présenter comme tu le souhaites en fait. Dis-moi ce que tu veux dire sur toi. Et puis, on va un petit peu parcourir ton parcours justement. C'est le cas de le dire. Et puis, on ira dans le vif du sujet.
Oui. Alors déjà, moi je veux dire que je suis très contente aussi parce que j'écoute tes podcasts et je trouve que à chaque fois tu abordes des sujets dont on parle pas forcément entre nous et tu nous permets d'être aussi le lien et de pouvoir dire ah bah ça il y en a d'autres qui pensent comme moi et je trouve ça super. Donc moi j'essaye à chaque fois de venir mettre des petits mots sur tes posts parce que je trouve ça vraiment intéressant ce dialogue entre nous. Donc moi c'est Marie, j'ai 50 ans cette année. Alors, tu peux dire Marie ou Saint-Cyclope aussi, parce Oui, que oui, c'est ça, Saint-Cyclope. sur Instagram, hein, Saint-Cyclope, ouais. Voilà, Saint-Cyclope sur Instagram, c'est ma fille qui a trouvé ce pseudonyme. Avant, je m'appelais Single Boob, et comme elle était très mythologie, on est parti sur Saint-Cyclope, on a changé. C'est génial. Donc en 2019, j'ai eu un cancer hormonodépendant, infiltrant et multifocal, que j'ai découvert grâce à la palpation. Ouais. Et j'ai eu le parcours de soins qui a suivi la chimio, la mastectomie, la radiothérapie. Et puis maintenant, je suis dans un essai clinique aussi. Et actuellement, je travaille plus. Voilà, je suis en invalidité de par ce cancer et les séquelles qu'il a laissées sur moi. Oui, et ça, tu nous en parleras aussi, parce que j'ai envie de parler un petit peu de cette invalidité. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es dans un essai clinique ? Parce que j'avais de multiples facteurs de rechute et il s'avère que cet effet clinique il s'appelle Nathalie, ça finit par 2 E, hein, c'est pas le prénom. Oui. Il est là justement pour ça, pour étudier en fait l'association de l'hormonothérapie avec une autre molécule qui est actuellement utilisée en traitement pour les cancers du sein métastatique et de voir si l'association de ces deux molécules, on vient voir si ça aide à repousser voire empêcher la rechute par rapport à l'autre bras, donc qui est les femmes qui ne prennent que l'hormonothérapie seules. Et c'est en fait un ordinateur qui choisit dans quel camp, on va dire, tu es. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être choisie dans le camp qui prend le médicament depuis 2 ans et demi. Voilà. C'est dans le cadre de cancers plus agressifs alors, c'est ça ? Plus agressif, avec des risques de rechute. Ouais. C'est multifactoriel. Par exemple, moi, j'ai répondu à moins de 50% à la chimiothérapie, ce qui veut dire que les 6 tumeurs que j'avais dans mon sang, elles étaient encore là, réduites certes après la chimio, mais elles étaient encore présentes. Le nombre de tumeurs, le fait que ce soit infiltrant, le fait que la chaîne ganglionnaire ait été atteinte aussi. Voilà, tous ces critères ont fait que j'étais éligible pour rentrer dans cette étude et que j'ai eu la chance qu'on me la propose directement après tous les traitements. Alors oui, toi tu t'estimes chanceuse d'être dans le bras qui a l'hormono plus le médicament évidemment. Et c'est un traitement, c'est lourd comme traitement Alors, en plus de l'hormono ? Alors, c'est pas tellement lourd. Il y a des petits effets secondaires, évidemment, comme toutes les thérapies ciblées. Il y a un risque de petite perte de cheveux, des petits problèmes intestinaux, des nausées. Il y a une prise de sang tous les mois, puisqu'en fait, c'est 3 semaines de traitement, 1 semaine d'arrêt, une prise de sang pour voir si les neutrophiles, les globules blancs, ils sont pas trop bas, pour pouvoir reprendre après. Et puis, il y a une grosse piqûre tous les 28 jours dans le ventre. Mais au prix de ça, en fait, je ne me ressens pas cette épée de Damoclès que d'autres femmes peuvent être évoquées sur la récidive. J'arrive à mes examens de contrôle avec un petit peu de stress normalement, mais je me pose pas la question tous les jours. Je me sens protégée. Voilà. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Donc tu te sens encore plus protégée en fait grâce à cet essai clinique et en plus c'est ce que pas mal de personnes disent aussi dans des essais cliniques qui se sentent mieux surveillées aussi. Oui, parce que je vois l'oncologue tous les 3 mois. Ce qui fait que au-delà de la surveillance annuelle simple écho mammo, tous les 3 mois, j'ai quand même la chance de rencontrer mon oncologue et de faire des bilans sanguins tous les mois aussi. Donc c'est vrai que je me sens mieux suivie et puis mieux protégée. Ouais, écoute, donc c'est peut-être un médicament révolutionnaire que finalement plus de femmes prendront dans quelques années, quoi. On espère en tout cas et j'aurais contribué si jamais ça fonctionne à ça. Donc c'est aussi c'est gagnant-gagnant quoi. C'est pour moi et puis c'est pour les autres aussi. Donc moi c'est ce qui m'intéresse. C'est génial et puis t'es toujours là, en pleine santé. Ouais, complètement. Alors, écoute, c'est génial. Merci en tout cas pour ce parcours. Alors, on va... Est-ce que tu as envie de nous dire 2-3 autres choses, l'âge de tes enfants, où tu habites, et éventuellement ce que tu faisais comme métier avant ? Oui, alors j'étais assistante sociale avant.
Donc j'ai toujours été attirée par la relation à l'autre et l'aide à apporter sous différentes formes. Bon, la vie a fait que malheureusement je peux plus exercer mon métier, mais c'est vrai que à travers les réseaux, j'essaye un peu d'être dispo, de partager des choses, et quand je peux aider, bien évidemment, je réponds toujours présente. Et puis j'ai donc 2 enfants, mon fils qui a 22 ans qui a quitté le nid et j'ai une fille de 17 ans aussi, voilà, qui est en études encore, elle est en bac pro et elle est en internat la semaine et je la récupère le week-end. Et je vis donc avec mon compagnon que j'ai rencontré 6 mois avant le diagnostic du cancer. Oh oui, tu m'avais dit ça, c'est magnifique. Voilà, Ça, et qui c'est un super restait avec moi. compagnon, hein. Ah oui, il est super, et puis il a voulu qu'on emménage ensemble très vite parce qu'il voulait pas que je sois seule après les chimios pour pouvoir s'occuper de moi. T'es tombée sur un bon, hein, franchement. J'avoue. Bon, il y en a eu quelques-uns de pas bons avant. Et puis voilà, là j'ai eu le bon chocolat, tu sais, pas le truc à la liqueur qui te fait un peu. Écoute, c'est hyper touchant d'entendre ça parce que, tu sais, enfin, bon, moi, je me souviens, mon oncologue, il m'avait dit, ouh là là, ça passe ou ça casse pour certains couples, et il était hyper touchant parce qu'il m'avait dit, vous, je sens que ça va aller. C'est vrai que c'est une épreuve qui est très difficile pour certains couples, et je trouve que c'est hyper touchant d'entendre. Tu l'avais rencontré 6 mois avant, il est toujours là, il a été là pour toi. Ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien, surtout quand on t'annonce tout de suite que tu vas perdre ton sang. Donc là, tu te dis, bon, c'est pas la même. Le gars, il y a 6 mois, il a rencontré une femme en forme, avec une poitrine pleine de vie. On partageait que des super moments. Il m'emmenait en week-end. Je me montrais pas démaquillée à lui. Et puis on est passé de ça à, je vais avoir un seul sein, et puis tu vas me voir en chimio, sans cils, sans sourcils, sans cheveux. Oh. Et il est resté quand même, et puis il m'a dit qu'il m'aimait pas pour mes seins et que j'étais autre chose qu'une poitrine, et puis que des cheveux, et puis des cils aussi, et puis des sourcils. Et il était capable de me dire que j'étais belle, même quand moi je me trouvais affreuse et au plus bas. Et voilà. Et quand l'amour il résiste à ça, tu te dis ça y est, c'est parti quoi. Oh, c'est formidable. Formidable. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, même si on a pas mal de thèmes quand même, parce que j'aimerais bien qu'on parle de ta reconstruction à plat. Mais là, on va attaquer le fameux thème hormonaux. Et tu vas nous raconter, en fait, en tes mots, pourquoi je t'ai contactée. Enfin, déjà, je te suivais depuis super longtemps. Et maintenant, c'est vrai que je me souviens du single boob avant, en fait. Oui, je me souviens du nom. Et voilà, je te laisse raconter l'événement qui m'a fait « Ah, je me suis dit ça. Je veux que Marie vienne témoigner parce que je suis sûre qu'elle va aider plein de femmes. » Et voilà. Tu as fait un post sur l'hormonothérapie qui nous préoccupe beaucoup, enfin toutes celles qui doivent passer par cette case-là. Et je lis toujours beaucoup de choses qui sont assez négatives sur l'hormonothérapie, parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de femmes qui subissent un peu tout ça et les effets secondaires, et ça fait peur. Et je lis aussi beaucoup de femmes qui font des posts pour dire je vais commencer l'hormonothérapie, ça me fait peur, j'hésite, je sais pas à quelle date je vais la prendre, j'ai peur de tout ce que je lis. Et puis moi j'ai réussi personnellement à reprendre un peu le pouvoir là-dessus, et j'avais envie de partager que c'était pas forcément une fatalité. Alors tout en expliquant que c'était mon parcours, bien sûr, et que on n'est pas toutes égales devant les effets secondaires, et que c'est pas parce que ça a marché pour moi que ça peut marcher pour tout le monde. Mais en tout cas, Marie, ce que je trouve important que tu racontes, c'est que toi aussi, tu croyais que, je veux dire, tu as eu ton moment down avec cette hormonothérapie. Alors bien sûr, parce que en lisant tout ça et en expérimentant aussi, moi aussi, quand je me levais le matin, j'avais le syndrome de la petite mamie qui a les articulations qui craquent et qui met un moment à même pouvoir se redresser. En fait, je marchais un peu en canard en sortant du lit le temps que tout ça se déverrouille. Et puis j'ai commencé à prendre du poids aussi. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus où toutes les femmes, en fait, elles se plaignaient exactement des mêmes effets secondaires que moi. Et je me suis dit à un moment donné, c'est comme ça. Je peux pas lutter a priori, donc tant pis, ok, allons-y gaiement. Je vais subir ça, je vais continuer à manger, je vais continuer à vivre, et puis tant pis, c'est comme ça, on peut rien y faire, les autres elles y arrivent pas, donc pourquoi moi j'y arriverais? Donc c'est quand même ça, je soulève parce que c'est fou comme il y a presque un formatage en fait ou un brainwashing. On est. Je pense surtout à toutes celles qui vont commencer, Oui, qui lisent déjà tous ces
témoignages négatifs. Et là, tu témoignes que tu as été influencé par tout ça négativement et tu as finalement cru que c'était une fatalité pour toi, quoi. Et Oui. donc, ouais. Oui, et puis moi je trouve aussi, ce qui est dommage, alors après je parle de mon oncologue, je sais pas comment les autres elles fonctionnent, mais tu vois, comme je la voyais tous les 3 mois, quand je disais le matin j'ai des articulations, tout ça, c'est dur, la réponse était ah oui, toutes les femmes me disent ça, mais c'est tout. Ah ouais, c'est ça, c'est pas vraiment une solution, quoi. C'est pas une solution, c'est Mais oui, non. je sais. En gros, c'est ouais, je sais. Mais à aucun moment, elle me dit, vous pouvez essayer de lutter contre ça, essayez de bouger un petit peu, faites quelque chose. Vous verrez que certaines femmes arrivent à dépasser les effets secondaires. Non, elle me dit juste, oui, je sais. C'est tout. Ouais, c'est vraiment pas, ouais. Elle allait dans ce sens-là aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Mais Elle valide ça en disant, bah oui, c'est comme ça. En gros, c'est comme ça. Et t'as pas le choix. Alors qu'il y a tellement de soins de support et tout ça qui peuvent vraiment aider. Et j'avais été marquée aussi que tu disais, foutu pour foutu, je m'en fous, je m'enfile ce cookies en plus. Enfin, donc Ouais, vraiment c'est dans un... ça. C'était mes roudoudous là, mes chauds doudous, je sais pas comment on dit. Bon le soir, tu t'hésites, tu sais, tu te dis toujours un peu, il faut quand même que je fasse attention, tout ça. Puis oui, foutu pour foutu, personne n'arrive. C'est pas 1 kilo de plus ou 1 kilo de moins. De toute façon, c'est l'hormonothérapie, c'est pas ma faute, c'est comme ça. Donc pourquoi est-ce que je mangerais pas ce cookie en plus Voilà, pourquoi est-ce que... Mais là, on sourit et tout ça parce qu'on est... Évidemment, il y a eu une transformation, mais c'était quand même hyper dur, non? Ça a duré combien de temps, cette période, en fait, Parce que tu peux nous dire combien de poids t'as pris, en fait, en tout? J'ai pris une vingtaine de kilos. C'est quand même beaucoup, quoi. Voilà. Mais alors, moi, j'ai ce truc, comme quand j'étais enceinte, en fait, tu sais, les kilos, forcément, ils arrivent petit à petit, tu les prends pas tout d'un coup. C'est pas que je les vois pas arriver, mais oui, tu vois bien qu'au bout d'un moment, t'es serré dans tes vêtements, et puis tu changes de taille de vêtements, et puis t'es à nouveau serré. Mais je sais pas comment te dire, je portais pas ce regard comme ça. Et puis Angélique des monocyclettes, elle a fait un shooting, elle a fait un casting parce que elle fait les shootings avec ses clientes. Et j'ai répondu présente et j'ai adoré ce moment et tout ça. Sauf que j'ai vu les photos et là je me le suis pris en pleine face que ce corps-là qui était le mien, ça me convenait pas du tout de me voir comme ça. Et tu n'étais pas dans la non-acceptation avant, en fait. Tu t'étais rendu compte ou pas tant que ça? Est-ce que tu avais des moments quand même un peu de déprime par rapport à tout ça? Un petit peu. Alors c'est très personnel, parce que des formes, je trouve ça très joli. Mais moi, j'ai jamais eu de forme dans ma vie. Et donc, j'avais pas envie de ça. Donc, je me disais, bon, allez, j'ai des formes, ok, c'est sympa. C'est un peu de l'auto-persuasion parce que comme tu penses que tu as pas le choix et que tu pourras pas lutter entre, on te dit que les femmes à la ménopause, elles peuvent pas perdre de poids non plus. Donc, entre la ménopause, l'âge et l'hormonothérapie, tu te dis, de toute façon, là, c'est le triplé gagnant. Donc, tu t'y fais parce que sinon tu pleures tous les soirs parce que tu n'acceptes pas ton corps et que tu sais que tu peux rien y faire et ça devient terrible. Alors je m'étais mise à marcher un petit peu pour me dire quand même il faut que j'ai une activité. Mais s'il fait un peu froid, s'il pleut, si je suis fatiguée parce que je suis fatiguée, donc j'écoute ma fatigue. Et puis en fait, je me suis rendu compte que plus je me reposais et puis plus j'étais fatiguée. Bien sûr, Et bien plus sûr, j'avais oui. tendance à me dire oui, mais il faut que je me repose encore plus. Et tout ça fait que t'arrives à un point où voilà, à un moment donné, je vois cette image de moi sur ces photos. Alors là vraiment, Marie, tu le décris comme un déclic très très fort. Ouais, un gros déclic et je me dis c'est pas très dur. Ouais, Très dur. c'est dur. C'est dur, c'est pas possible. Parce qu'en plus, je reçois plein d'amour et plein de compliments, notamment sur Insta de la part de mes sœurs de combat, tout ça, qu'elles me disent t'es très belle, les photos sont très belles, etc. Non, j'ai envie de leur dire non, 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 je me plais pas du tout sur ces photos, c'est affreux. Mon corps ne me convient pas. Je me sens très très mal. Et là, je me dis j'essaye de faire quelque chose. Ça fait des années que j'ai envie de m'acheter une montre connectée où il y a le nombre de pas, t'es un peu motivé, tu peux te mettre des objectifs. Je m'achète ça. Et puis je me dis comment je peux faire un petit peu pour faire de l'exercice. J'avais pris aussi du ventre, tout ça. J'avais jamais eu de ventre dans ma vie. Donc... Et puis j'ai le déclic grâce à ma mère, bizarrement, qui me dit tiens, je pense que je vais acheter un tapis de marche. Et je me dis mais quelle excellente idée, parce que là c'est dedans, t'as plus aucun prétexte.
Il Oui, c'est fait ça. beau, Tu parlais des excuses, tu disais, il fait trop chaud ou il pleut, il fait froid, voilà. tu Ouais. vois? Et ben là, le tapis, il est là, tu sais, tu le regardes, il te regarde, Oui, tu le il regardes, te regarde toute la journée, quoi. C'est ça. c'est ça. Et puis là, il y a pas de de conditions climatiques et cetera, il est là. Et je me suis acheté aussi une ceinture, tu sais, des ceintures de sudation que tu te mets autour de la taille, et quand tu fais de l'exercice, ça renforce le fait que tu transpires. Ah bon? Je connais pas ça. Voilà, j'ai acheté ça. C'est pour transpirer encore plus. Et Ouais. du coup, ça peut t'aider aussi à éliminer un peu au niveau du ventre. Mais en fait, tout ça, tu en avais besoin pour te motiver. Oui, j'en avais Voilà. besoin pour me Ouais. motiver. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui a un problème avec le poids qui est inscrit sur ma balance. Et je refusais déjà depuis très longtemps, même quand je voyais que j'avais pris du poids. Quand j'allais en l'oncopole tous les 3 mois, je refusais qu'on me donne mon poids. Voilà, je voulais pas parce que j'avais pas peur que ça m'influence. Donc, Oui, et tu peux peut-être enfin, je sais pas si c'est quelque chose que tu veux dire dans le podcast, mais un passé d'anorexique, voilà, j'ai un passé c'est d'anorexique que voilà, j'avais c'est ça qui réussi t'a à oui, stabiliser, à guérir. Et un oui, des moyens par lequel j'avais réussi ça, c'est justement d'ignorer mon poids. Parce ouais, que bien c'est vrai que quand sûr. on est anorexique, tu vois ton poids sur la balance et en fonction du poids, tu te regardes et tu vois ta silhouette de manière différente. Oui, et ça détermine aussi ton humeur, enfin c'est Voilà, l'horreur, quoi. c'est Ouais, infernal. Donc, ouais. ça faisait un moment que j'avais mis ça de côté, et c'est vrai que, bah, pendant les traitements, le suivi et cetera, en fait, tu passes ton temps à te faire peser dans tous les sens. Et donc Ouais. j'avais demandé, je leur avais dit: «Pesez-moi, je comprends que vous en ayez besoin pour adapter les traitements, ce que vous voulez, mais par pitié, ne me donnez pas mon poids. Voilà, je n'en ai pas besoin et ça va me faire plus de mal que de bien». Et c'est pour ça aussi que dans un premier temps, quand j'ai commencé à faire de l'exercice, j'ai décidé de me prendre en photo et de me baser sur l'évolution de ma silhouette plutôt que sur mon poids. Parce que C'est super, ouais. parce qu'on sait aussi que le muscle peut peser plus que le gras, et que c'est pas parce que tu perds que entre guillemets 1 kilo ou 2 que ta silhouette elle est pas modifiée. Moi, j'ai tendance en tout cas à me décourager si je passe par la balance, si le poids il descend pas. Je vais peut-être me dire bon bah ça sert à rien, ça fonctionne pas. Alors que si je vois sur mon corps en un mois que mon ventre, il a un peu diminué, que ma silhouette, elle commence à s'affiner, là, je suis contente. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on cherche? C'est ça. C'est l'effet sur le corps. C'est pas l'effet sur la balance que je recherche. Mais Donc, pourquoi je ne passe c'est pas bien que tu là-dessus? dis ça. C'est bien que tu dises ça parce que voilà, c'était ta manière de gérer ça et que c'était, tu avais des blessures du passé aussi, donc tu as essayé de trouver des moyens pour ne pas retomber là-dedans. Et j'imagine aussi que cette prise de poids quand même et cette image avec ce shooting des monocyclettes a quand même ravivé aussi des blessures du passé. Donc c'est quand même pas facile, quoi. Chapeau. Donc là, tu mets tout un système en route. Voilà, ça fait un Est-ce déclic. que je te demande, est-ce que c'est difficile ou tu sentais que tu avais vraiment une motivation de qu'est-ce que tu t'es dit en fait en démarrant, quoi? Ben, je me suis dit, de toute façon, je n'en peux plus. Et j'ai subi tous mes traitements jusque-là. J'ai subi la maladie, j'ai subi la chimio. On m'a dit, faut faire ci, faut faire ça. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé comme un petit soldat. Et je me suis dit, là, c'est fini. Je subis plus. C'est moi qui reprends le pouvoir. Et c'est pas l'hormonothérapie qui va me dire à quoi je vais ressembler. Donc, je prends mes Ouais. petites armes, je rassemble tout ce que j'ai, toutes les manières que je connais. Je discute aussi avec mon fils qui, à ce moment-là, lui, est motivé pour faire de la muscu. Et puis donc, on se motive, on se dit combien on a marché de kilomètres. Et lui, il me dit qu'il est allé à la salle. J'ai une merveilleuse amie aussi qui est partie l'année dernière, qui était Dodi, qui était connue sous le nom de la galerie Ouais, de Dodi, ouais. à qui en fait j'envoyais tous les mois les photos de ma silhouette, etc. Et qui donc, me disait qu'elle était fière de moi, que ça se voyait, que c'était Mignon. super. Mmh. Et elle a été aussi Un importante, grand soutien, quoi, ouais. un grand soutien dans cette transformation physique. Bien sûr, ça passe un petit peu par l'alimentation, mais pas par les privations. Je voulais pas être Ouais. frustrée. Par contre, je savais que j'avais un gros problème avec le sucre, un problème d'addiction. Jusqu'à présent, quand j'entendais ça, je me disais: «Oui, ouais, c'est ça, l'addiction au sucre, machin, tu sais, les intégristes du sucre», tout ça me parlait pas trop. Mais j'ai conscience quand même qu'il faut que ça passe aussi par l'alimentation, et je me dis: «Bon, le sucre,
ça suffit. Ça dicte trop ta vie. Donc, je conserve le petit sucre dans mon cappuccino du matin, un petit peu de confiture, parce que je veux pas être frustrée complètement non plus. Ouais, mais c'est bien parce que tu parlais en fait, et ça c'est vrai que ça me parle très très fort parce que j'étais dans ce métier-là avant, mais d'alimentation intuitive, ou on pourrait dire consciente aussi. Ouais. Donc c'est ce qui te convient, ce qui te fait du bien. C'est vraiment ça, hein, C'est ça. En fait, je me fais mon espèce de programme parce que l'année d'avant, j'avais vu une diététicienne qui m'avait expliqué ce concept d'alimentation intuitive et ça m'a beaucoup déculpabilisée par rapport à l'alimentation. Parce que moi, quand je faisais des régimes, tu sais, on te dit toujours, t'as des aliments interdits, tu peux pas manger de féculents, Ouais. tu peux rien faire de, et donc, C'est voué à l'échec, hein, ça de toute façon. parce que ça génère une frustration qui Mais a bien pas lieu sûr. d'y avoir. Alors Oui. bien évidemment, il s'agit pas de manger de la pizza tous les jours. Il faut quand même être raisonnable et équilibré. Mais il faut savoir s'écouter. Et moi, Oui. c'est ce que je n'avais plus. Je me remplissais. Donc, si je fais un plat de lasagne, eh ben, je vais en manger 3 fois. Alors qu'à la première fois, je sais que je n'ai plus faim. Donc d'être beaucoup plus à l'écoute de ton sentiment de faim et de satiété. C'est ça. Et ce qui me permet aussi, eh ben, de manger de tout et de pas Ouais. Pas avoir ces frustrations, ne en pas fait, avoir ces frustrations. oui, qui sont en fait la source de compulsion évidemment quand ça fonctionne pas, quand l'esprit dit: «Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas», ben voilà. Après on a juste envie donc est-ce que tu peux encore nous parler un petit peu de cette alimentation intuitive? Comment tu l'appliques, tous les jours? Alors le plus important pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de mon corps. Je mange quand j'ai faim. Voilà, et ça, pour moi, c'est très important parce que la diététicienne m'avait expliqué que, les calories, on va dire, on va parler un peu de ça, même si je les ai absolument pas comptées ni autre Non. chose, mais les calories que tu ingères quand tu as faim, c'est des calories que ton corps te réclame. Donc dès que j'ai faim, je mange. Par contre, je m'arrête quand je suis à satiété. Oui. Et puis, je mange de tout. Alors bien sûr, je mange des légumes comme tout le monde, mais je mange aussi des féculents parce que, quand tu fais beaucoup d'activité physique, si tu Bien donnes sûr, pas du oui. carburant à ton corps, tu peux pas lui demander derrière de continuer à avancer, et par contre, voilà, le sucre, je me le réserve vraiment le matin. Je te dis, c'est dans mon cappuccino, c'est un peu de confiture par-ci par-là et c'est Ouais. tout. Et en effet, j'ai pour le coup vu par moi-même que c'est vraiment une addiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus cette appétence au sucre. Quand, je suis invitée à des repas ou que c'est des anniversaires et que tu as le gros gâteau qui arrive à la fin, je le regarde en me disant: «Ouais, OK, il est là, vraiment les autres si vous en avez envie, mais régalez-vous». Mais il m'attire pas et il m'attire pas sincèrement. Tu sais, je suis pas à l'intérieur de moi en train de me dire: «Oh mais si, je voudrais tellement le manger ce gâteau, mais je peux pas». Mais oui, mais en fait, comme le sucre appelle le sucre, j'imagine que, voilà, tu es sortie de ce cercle vicieux, C'est ça. tout en gardant un petit peu. Donc, tu te prends une petite part de gâteau si tu en as envie quand même, de toute façon. Oui, mais en fait, j'en ai pas envie. OK. J'en ai pas envie, donc tu vois le sucre, que je m'accorde, il me suffit. Il me suffit, et puis, finalement, moi le sel, c'est un peu plus, mon appétence, maintenant que c'est plus marqué par cette espèce d'addiction au sucre où il faut absolument, voilà, manger du sucre. Par contre, je mange des fruits, bien sûr, enfin Ah oui, voilà, mais c'est du sucre quand même, de toute façon, hein? bien sûr, voilà, Donc, c'est pas zéro non plus, sucre, et puis, j'ai commencé donc cette activité physique où j'ai commencé donc à marcher. Alors mmh tous les jours, pour moi, la clé, c'est vraiment la régularité. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de faire ça tous les jours. J'ai commencé petit parce que, j'étais pas au début assez en forme pour marcher, longtemps. Donc ce Oui. qui est bien sur le tapis de marche, c'est que tu peux régler à combien de kilomètres heure, tu marches autant de temps que tu veux. Donc j'ai commencé par une demi-heure, puis 3/4 d'heure, puis 1 heure, puis parfois 1 heure et demie en 2 fois 45 minutes et Ouais. donc 3 kilomètres, 4 kilomètres, 5, 10, 12, 15 parfois. Oui. Donc là, en 1 an, j'ai perdu 18 kilos et là, pour le coup, le poids sur la balance, j'ai accepté qu'à l'oncopole, tous les 3 mois, c'était la pesée et là, je demandais combien je pesais parce que, en 3 mois, tu peux quand même avoir perdu 2-3 kilos et ça peut être un peu motivant et comme j'étais déjà satisfaite de voir, en effet, les résultats sur ma silhouette, bon, j'étais quand même intéressée de voir le poids global de départ puisque 3 mois après avoir commencé, je rentre dans le bureau de mon oncologue, à qui je demande depuis des mois et des mois de ne pas me donner mon poids et le premier truc qu'elle me dit,
c'est mon poids. Alors, on fait toujours 72 kilos. Et là, je me dis, ah oui, d'accord, quand même. Par rapport à ce que je pèse d'habitude, oui, en effet, j'ai pris tant de poids. Et puis là, j'ai dit, eh ben non. Voilà, j'en fais 68 maintenant parce que j'ai commencé il y a 3 mois. Et puis là, c'était mon petit rituel, là, tous les 3 mois, voilà, de pouvoir observer sur Et la c'est balance. C'est super chouette, Marie, parce que j'entends plusieurs choses en fait dans ce que tu dis. Il y a une espèce de volonté aussi de ne plus subir tout ça. Et donc, j'ai l'impression que c'est vraiment le déclic, parce que c'est pas facile non plus de commencer tout un programme de sport, de commencer à moins manger, tout ça. C'est difficile de s'y mettre. Ça peut être aussi comme une injonction de se dire, bon, voilà, je commence un régime, je veux perdre 18 kilos, ou peu importe, tu parlais pas d'un nombre de kilos. Mais là, il y a quelque chose de presque plus profond, et je me demande bien si c'est pas aussi ça qui a été le déclic de voir ton image sur le shooting, mais de te dire, j'ai tellement subi ce parcours du cancer, cette fois-ci, je reprends les rênes de mon hormono, de ma vie, et je me demande bien si c'est pas la motivation encore plus profonde, en fait, qui sous-tend tout ce moment. Et en plus, tu te donnes tous les moyens en t'achetant un tapis, en t'achetant une montre. Moi, je trouve tous des petits outils comme ça super. Offrez-vous, des petites choses si ça permet de mesurer vos pas et tout ça. Je sens qu'il y avait vraiment une motivation encore plus profonde, quoi. Et c'est courageux quand même. Est-ce que tu peux juste nous dire, est-ce que ça a été difficile, ou est-ce que tu as été contente de voir tous les progrès et tout ça, parce que il y en a quand même sur les réseaux qui sont hyper découragées, et j'imagine qu'elles ont eu peut-être tellement de découragement qu'elles ont plus envie de démarrer. Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Alors déjà, j'ai constaté aussi que, justement, sur les effets secondaires de l'hormono, moi, le matin, quand je me lève, je saute de mon lit comme un cabri maintenant. Ah ouais, Alors ouais. que j'étais vraiment comme une petite mémé avec les pieds verrouillés, tout ça. Donc Ouais. déjà, je vois qu'il y a ça. Et je me dis, bon, déjà, il y a cet effet aussi. Je me sens moins fatiguée. Et Ouais. puis, je vois vite. En fait, je vois vite les résultats. Avec les photos, tout ça, je vois vite les résultats. Et c'est comme un défi. Et tu te sens tellement mieux. Je me Ça sens aussi. tellement mieux. Dodi, elle me dit, à un moment-là, elle me dit, tu dois te sentir tellement fraîche. Et tu sais, quand t'as 48, 49 ans, on te dit, oui, je me sens beaucoup plus fraîche, t'as raison. Et ouais, je me sens mieux. Et c'est un poids qui est pas seulement mon poids corporel qui commence à se lever de mes épaules. C'est Oui. tout le poids de tout ce que j'ai subi, des traitements, de me dire que c'était pas possible et que j'allais rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours, que c'était une fatalité. C'est tout ce poids qui s'enlève en même temps que mon poids physique. Il y a plein de choses qui s'enlèvent de ça. Et je me dis, ouais, mais c'est possible en fait. C'est Bah ouais, possible. c'est ça que. Alors évidemment, là, on parle des bienfaits de l'activité physique, en fait, Bien sûr. parce que ça, c'est indéniable. Il y a eu quelques podcasts là-dessus. Je trouve que c'est pas évident de s'y mettre. Moi, je vais toujours choisir de me mettre dans mon canapé plutôt que de bouger. Voilà, tu as réussi à installer cette routine, et on le sait, c'est prouvé, c'est écrit partout. C'est le seul médicament sans effet secondaire qui permet de lutter contre la fatigue, qui permet de sécréter des endorphines, des hormones du bonheur, du bien-être. Et donc là, tu en témoignes, quoi. C'est vraiment. Oui, et c'est surtout que tu n'as pas besoin de te mettre à mal. Voilà, c'est ça C'est que je de voulais la que tu me dises marche. aussi. C'est de Je la n'ai marche, fait, voilà. entre guillemets, que marcher. Ça, c'est génial. Est-ce que ça, tu peux nous en parler? Donc, c'est que de la marche alors que C'est tu as fait? que de la marche. Je n'ai fait que de la marche. Parfois, j'arrivais à faire 12, 14 kilomètres par jour, mais sans presque le vouloir. Tu sais, en été, tu marches, t'es à la plage, tu marches un peu le matin, tu marches l'après-midi. Tu as ne serait-ce que sur le téléphone le podomètre. Tu as des applications qui sont gratuites où tu peux te mettre des défis de 5, 10 000 pas par jour. Et quand tu atteins les 10 000 pas, tu as les petits confettis, tout Oui, ça. oui, j'adore. Et donc, c'est top, c'est motivant. La montre, des fois aussi, si t'atteins, tu remplis tes 3 anneaux, t'es félicité. Alors moi, la montre, elle m'appelle maîtresse de l'univers. Alors autant te dire que ça, j'adore. 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 J'ai pas soulevé de la fonte, souffert, eu des courbatures pour me dire tout ça pour rien, ça demande des efforts, parce que j'imagine aussi que peut-être certaines femmes qui font plus, qui ont l'impression qu'il faut qu'elles fassent plus de la muscu, du cardio, que la marche ça suffit pas et que ça ne fonctionne pas, elles se découragent en se disant tous ces efforts pour rien. Alors que marcher, c'est à la portée de tout le monde. Tout le Mais en monde plus, marche tous les jours. oui, et en plus, c'est très doux.
C'est Donc doux. c'est quand même. Alors, est-ce que parfois tu accélères un petit peu le pas pour faire monter ton cœur? Parce que ça, c'est quand même bon. Bien sûr, Euh, parce que sur le tapis, je règle la vitesse de marche un peu forte à 5-6 km/h quand je peux. Alors au début, à 3 km/h, je courais presque derrière le tapis en mode au secours. Puis maintenant, je suis là à 5 km, tu sais, limite, je lève les bras, je fais des des petites chorégraphies. Et par contre, dès que je peux, je vais marcher quand même dehors parce que ça me fait du bien. Voilà, j'allais te demander aussi, parce Voilà. que le bon air, ça fait quand même du bien Ça aussi. fait du bien. Le tapis, c'est réservé les jours où il fait moche et au début, parce que ça t'entraîne quand même et que tu peux accélérer ta vitesse de marche et qu'au début, pour amorcer un peu le changement de silhouette et tout ça, faut quand même marcher un peu plus intensément. Bien sûr, Et oui. puis, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, je suis bien sûr en phase de stabilisation depuis quelques mois. Je marche les 10 000 pas par jour qui sont aussi conseillés pour, tu vois, se maintenir en bonne santé. Et en fait, ça me suffit à me maintenir. Voilà. Et tu n'es pas tombé dans j'allais dire un cercle vicieux de culpabilité, parce que si tu fais pas tes 10 000 pas, il y a des jours où tu te reposes totalement. Oui, bien sûr, c'est important de se reposer. Oui. C'est important de se reposer. Il faut surtout pas se dire, il faut continuer à l'infini. Enfin, après, c'est quand même important de conserver une activité physique Bien sûr, oui. régulière. Après, on peut en avoir besoin. Moi, il y a des jours où j'en ai besoin. Il y a des semaines où je vais marcher tous les jours parce que j'en ai besoin. Parce que ça Oui, m'enlève des angoisses, ça m'enlève des tensions. C'est un super médicament, en fait, le sport. Et mais bien j'aurais sûr. jamais cru dans ma vie que je dirais ça un jour, hein, parce qu'avant, je faisais rien. Mais Mais c'est ce qui est fantastique. génial, c'est que t'es tombé moi, je rêve de tomber dans ce cercle-là où en fait, tu en fais, et puis ça devient un vrai besoin. Donc en fait, voilà, t'es dans un bon cercle vertueux, sans pour autant que ce soit de la pression ou de l'injonction ou de la culpabilité. Ça te fait réellement du bien. Et si j'ai voulu que tu témoignes aujourd'hui, c'est que c'est possible. C'est ça que je voulais que tu partages, et c'est Ouais. ce que tu fais. Et finalement, voilà, c'est un petit peu aussi, tu disais, j'aimais aider les autres comme assistante sociale, mais là, je pense que ton témoignage va avoir beaucoup d'impact, parce que c'est possible. Tu l'as fait sans te tuer à la tâche, évidemment en équilibrant. Est-ce que tu as l'impression d'avoir beaucoup moins mangé, ou pas tellement, en fait? Oui, oui, j'ai Oui, moins mais mangé oui. parce que, en fait, j'ai plus écouté mon appétit. Voilà, Je me oui, suis alors ma rendu question compte était pas bonne. Oui, c'est juste, qu'avant, je mangeais plus par gourmandise et pour me remplir qu'autre chose. Donc, j'ai un petit peu moins mangé, mais j'ai mangé à ma faim. En tout fait, à fait. j'ai Oui. mangé à ma faim. Voilà. Est-ce que tu as fait, alors je te pose la question parce que moi j'avais à l'époque lancé une école en ligne en anglais pour aider les femmes à avoir une meilleure relation à la nourriture, et j'avais fait tous des petits exercices de méditation en mangeant, tu vois, vraiment pour manger en pleine conscience, déposer la fourchette plusieurs fois, vraiment être conscient de ce sentiment de satiété qui arrive relativement vite en fait, hein. Est-ce que tu as fait des petits exercices comme ça pour être vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans ton ventre? Tu as mangé plus doucement? Tu t'es aidé de petits trucs comme ça? J'ai probablement mangé plus doucement, oui. J'ai essayé de plus apprécier. Et alors après la méditation, pas vraiment. Enfin voilà, c'était pas non plus les clés qu'on m'avait données par rapport à ça. C'était vraiment surtout essayer de comprendre quand est-ce qu'on avait plus faim, de vraiment essayer d'écouter, oui, comme tu disais, un peu son ventre, tout ça. Donc Bien sûr, j'ai oui. mangé plus lentement et j'ai mangé avec moins d'urgence. Je sais pas comment te dire. Tu sais, quand tu te Ouais, ouais. prives, en fait, tu manges, «Ah, il faut que je mange parce qu'après le prochain repas, il est loin et si entre-temps Ouais, j'ai ouais. faim, je pourrais pas forcément manger». J'ai mangé avec plus de plaisir qu'avant parce que je me suis pas dit que la nourriture était mon ennemi. Mais c'est vraiment tout un changement, en fait, de perspective. La nourriture était ton amie. Oui. Ouais, il y avait plus de privation, il y avait plus Il y avait de. plus de privation, il y avait plus de, à chaque fois que je mange quelque chose et ben, au final, ça va venir ajouter sur ce poids que j'ai sur les épaules. Non, et au contraire, elle était mon alliée avec le sport pour, Et est-ce que tu sentais que tu mangeais émotionnellement très fort, de te remplir parce qu'en fait, tu te sentais pas si bien que ça, oui. et qu'il y avait beaucoup de remplissage émotionnel? Ah oui, beaucoup, ben, le Ouais, fameux cookie, le soir qui ouais, en ouais. appelle un autre et puis un troisième parce qu'au final, bon, 2 ou 3, hein, au point où j'en suis, c'est pas très grave. Ouais, c'est difficile, hein, ouais. Donc beaucoup, beaucoup, oui. Il y a eu un moment, c'était vraiment ça, quoi. C'est surtout le soir. Alors
moi, j'ai encore quelques bouffées d'angoisse. Bon, on peut Bien pas les sûr. enlever comme ça non plus, hein. Et dès que je me sentais angoissée, etc., je passais par ça, par La le nourriture, oui. réconfort Ouais. de quelque chose de sucré qui, sur le moment, te fait beaucoup de bien. Alors que, bon, bah, au final, une fois que tu as fini de le manger, tu te dis, flûte, pourquoi? Bah et puis en plus tu as ton pic de glycémie et tout ça, enfin c'est pas évident. Mais écoute vraiment, je vois qu'on enregistre déjà depuis 42 minutes et que j'ai envie que tu nous parles aussi de cette injonction-là, tu voulais nous parler encore un tout petit peu d'invalidité, de cette fameuse injonction à faire quelque chose d'extraordinaire de cette maladie, et la reconstruction à plat. Mais vraiment merci Marie d'avoir partagé ça. Je pense que enfin ce serait chouette si enfin bon, si tu le permets, les gens vont probablement te contacter et voir un petit peu ce que tu as mis en place. Et moi, j'essaierai de faire un petit post sur l'alimentation intuitive parce que c'était vraiment mon domaine. Manger en pleine conscience, en pleine présence, c'est ce que tu fais. Éventuellement, tu vois, sur la page, parce que tu vas avoir une page sur mon site, éventuellement, si tu as quelques petits conseils de protocoles à mettre en place par rapport à la marche, comment tu as fait, la montre connectée, voilà, ça peut aider vraiment concrètement les femmes. Et merci de nous dire que c'est possible. Et merci de nous dire aussi que tu as été très influencée par tous ces témoignages extrêmement négatifs. Oui. Parce que je pense que, voilà, les femmes pour qui ça se passe hyper bien, il faut quand même savoir que l'hormono se passe bien pour plus de 50% des femmes. Bien. Elles n'ont pas tous les effets secondaires et elles gèrent et voilà. Mais c'est malheureusement pas souvent celles-là qui en parlent. Donc voilà, et j'ai toujours un peu mal au cœur de voir des femmes qui arrivent sur les réseaux, qui ont même pas commencé l'hormono et qui sont déjà plombées avant de commencer et qui sont déjà sûres qu'elles vont prendre 30 kilos, sûres que ceci, Ouais. sûres que cela. Et en fait, c'est dur quoi de lire tout ça. Et attention, hein, moi j'étais tétanisée avant même de commencer ma chimio. Donc je faisais partie de ces femmes-là. Hein. Je comprends entièrement. Donc voilà, mais vraiment Marie, c'est hyper précieux. Alors je sais que tu voulais nous parler de cette injonction à faire quelque chose d'extraordinaire de sa maladie. C'est grâce à toi que j'ai mis ce post et grâce aussi à Alice de Petite Mue qui en a parlé aussi en même temps que toi. Est-ce que tu as ressenti cette injonction à faire quelque chose d'extraordinaire de sa maladie? Et puis c'est quoi faire quelque chose d'extraordinaire de sa maladie? Tu Ben, sais, c'est oh là là. c'est ça. Donc déjà, moi, je voulais te dire merci aussi, et je voulais dire que je suis toujours présente, moi, quand les femmes ont besoin de moi, qu'elles viennent me poser des questions, je réponds toujours présente. Voilà, faut Oui, le j'ai vu savoir, ça. c'est ouvert, quoi. Enfin, voilà. Et après, ben oui, ben on a discuté toutes les deux, et puis cette injonction-là, elle est arrivée parce que, alors attention, c'est pas pour culpabiliser ou mettre l'opprobre sur les femmes qui arrivent à faire quelque chose de fabuleux, et tant mieux. Mais c'est ce que tu disais aussi par rapport à l'hormonothérapie, c'est-à-dire que ce sont surtout celles qui font des trucs fantastiques qui en parlent. Enfin, que nous, on se dit, ah voilà, elles font des trucs extraordinaires. Et souvent, moi, j'ai eu des questions de la part d'entourage, qu'est-ce que tu vas faire après? Oui, Comme c'était surtout ça. C'était surtout ça. Tu trouvais que la pression, elle venait de l'entourage, en fait. Ben, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que d'un côté, on te demande forcément si tu vas avoir une espèce de grosse révélation, comme si, enfin, tu vois, tu devais pas déjà subir tous les traitements, Bien et sûr. voilà. Et puis tu vois que chez certaines femmes, en fait, oui, il y a eu cette grosse révélation, et il y a un moment donné, tu te dis merde, et ben moi je l'ai pas eu. Et est-ce que c'est grave si je veux juste rester à peu près comme j'étais avant, bien qu'ayant été un peu changée, bien évidemment, par les épreuves. Et j'ai ressenti, ouais, comme une espèce d'injonction, et pendant des mois, je me suis dit: «Ah, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre?» Tu vois? Je me suis Oh, sentie obligée de chercher, tu vois, ce que je pourrais faire d'un peu sympa, autre, qui pourrait dire: «Oh là là, bah ouais, elle a transformé sa maladie, quoi». c'est hyper courageux de partager tout ça et c'est vrai que quand j'ai partagé ce post par rapport à cette injonction, c'est fou de voir comme il y a tellement de personnes qui ont témoigné et qui et non, bien sûr que non, il y a pas d'injonction, bien sûr. Et j'ai mis dans ce post si déjà on peut être ouvert à l'éclosion de la rose alors qu'on l'a jamais vue pendant 20 ans, c'est déjà extraordinaire. Passer à travers, c'est déjà extraordinaire. Et c'est merci de l'avoir partagé parce que il y a quand même beaucoup de femmes qui se sont senties aussi concernées, quoi. Et je me demande bien vraiment si c'est pas plus en fait de l'extérieur les gens qui disent alors tu vas trouver une nouvelle voie parce que tu t'es jamais senti écrasée par personne non plus sur les réseaux. Mais pas du tout.
Pas du Ouais, tout. Et moi, les projets que je vois passer, je les trouve super, tu vois, vraiment. Et c'est important aussi qu'il y ait des femmes qui font des super projets, qui créent des turbans, des box pour aider. C'est souvent en plus pour aider les autres femmes ou qui écrivent bien des sûr. bouquins, qui font des podcasts comme toi, qui nous permettent après, à travers les posts, de se rendre compte qu'on n'est pas seul à ressentir ce qu'on ressent de notre côté, sans forcément oser en parler, ou parce que toi, t'es plus fédératrice, donc forcément, on vient de tout te discuter autour de ton feu de camp, en fait. Et du coup, pas du tout. Et c'est juste qu'à un moment donné, tu te dis ah ouais, mais tout le monde me demande ce que je vais faire après. Je vois que d'autres se transforment complètement. Donc, est-ce que c'est moi qui ai un problème Ah ouais. de pas trouver ma voie à tout prix? Est-ce qu'il faut que je change? Est-ce qu'il faut que j'ai envie de faire autre chose que ce que je faisais avant? Est-ce que je dois forcément réinventer ma vie? Bah non, justement. Est-ce que ça t'a libéré d'en parler là, enfin, et de voir ce post Eh ben, sur Instagram, ouais. ce qui m'a libérée, c'est de voir tous les commentaires et de voir que j'étais vraiment pas seule à me sentir comme ça et qu'on est plusieurs. Et c'est la force du groupe, de toute façon, parce qu'on est plusieurs de notre côté à penser la même chose. Et à partir du moment où ça sort dans le groupe et que, eh ben, l'effet miroir, c'est vraiment, c'est nos sœurs qu'on a en face de nous. C'est des femmes qui ont Bien vécu la sûr. même chose que nous. Et si elles ressentent pareil, eh ben, ça fait du bien, ça réconforte. Tu n'es pas toute Beh, seule. ça légitime quoi, ça légitime, c'est un sentiment, voilà, ressenti par d'autres femmes, c'est bien de l'exprimer parce qu'on peut pas le nier. Mais vraiment merci, merci de tout cœur et j'ai envie que tu nous parles encore de cette reconstruction à plat qui t'a été, est-ce que mes souvenirs sont bons? Elle t'a pas été accordée tout de suite, c'est ça, hein? Non, elle m'a pas été accordée tout de suite. Enfin, c'est pas qu'elle m'a pas été accordée, c'est que j'ai vu 2 chirurgiens esthétiques privés qui m'ont gentiment expliqué que ça servait que Ouais, il y avait pas d'accord. d'intérêt parce qu'ils arriveraient pas à avoir un résultat, sympa et que donc, écoute, je pouvais rester comme ça, enfin voilà. Ils pouvaient pas m'opérer. Le dernier m'a pris 80 € pour me dire ça. Oh. Peut-être le prix des 4 mouchoirs qui m'a tendu parce que je pleurais comme Oh! une madeleine. Ah oui, oui. Et j'ai pas renoncé parce que vraiment je voulais pas garder cette cicatrice moche comme je l'appelais et que comme je voulais rester une amazone, c'était très important pour moi. J'avais envie d'une belle cicatrice. Mais bien sûr. Et, Attends, et c'est une reconstruction à part entière, évidemment. c'est ça, sauf que ça commence maintenant, hein, la Oui, reconnaissance de la tout à fait. reconstruction à plat. Et à Mmh. l'époque, c'est une autre femme sur Instagram qui m'en a parlé. Parce qu'au départ, quand j'ai fait cette démarche, c'est parce qu'une autre femme m'a dit, mais tu sais, ça existe la reconstruction à plat. C'était Karine Vincent? Non, eh ben non, justement, non, non. Et c'est après que j'ai découvert, en effet, le Ouais, compte de Karine et toutes les choses formidables qu'elle fait pour cette formidable, ouais. reconnaissance à plat. Et je l'en remercie vraiment beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et puis je suis allée chercher ma reconstruction à plat. Et puis j'ai trouvé un chirurgien fantastique et qui m'a dit oui. Qui a reconnu ta peine et qui a accepté alors? Ben oui, parce qu'au départ, sans voir ma cicatrice, il m'a dit, vous savez, ce genre de cicatrice, en fait, il y a que la reconstruction en volume qui peut l'améliorer. Et je me suis mise à pleurer devant lui. Et puis lui, par contre, il s'est levé, il m'a prise dans ses bras et il m'a dit, attendez, on va regarder. Et puis il m'a dit, ok, banco, on va faire quelque chose. Je vous promets Ah, pas que ce sera la cicatrice de vos rêves, mais on va essayer d'améliorer tout ça. Et ben, c'est la cicatrice de mes rêves. Ça paraît oh. bizarre hein, de dire ça comme ça, Et tu es mais toute contente et tu as tatoué aussi en plus, hein? alors je tatoue le jour de mes 50 ans. Ah oui, oui, c'est juste, tu m'as dit ça. Tu t'as Voilà. Oh là là, écoute, c'est vraiment magnifique. Merci, merci. Et puis, je sais que voilà, tu voulais dire un petit mot sur l'invalidité aussi. Donc, je sais que tu as des soucis de lymphœdème Ouais. dû à parce qu'on t'a enlevé toute la chaîne ganglionnaire? Même pas toutes, non, une Ouais. partie simplement. Mais malheureusement, ça peut arriver 2 ans après, 5 ans après, 10 ans après. Oui. Voilà, c'est la faute à pas de chance. Ouais. C'est comme ça. Et donc l'invalidité, en fait, je vois qu'on est toutes confrontées, tu sais, à ces arrêts de travail, la fin des 3 ans d'arrêt maladie, les appels par le médecin le conseil de la sécu, les Tout à fait. convocations qui sont pas toujours très bien vécues et moi-même je les ai très, très mal vécues parce que, j'avais peur qu'on remette en cause mon statut de malade, je culpabilisais en même temps et le médecin de conseil m'a convoquée et puis voilà m'a proposé cette invalidité en reconnaissant que de toute façon là actuellement de toute façon j'étais dans l'étude clinique, j'avais ce lymphodème qui commençait
à se déclarer. Et donc, là, il n'était pas le temps de reprendre le travail, ni d'être inscrite, de percevoir le chômage, puisque dans les faits, je pouvais pas accepter de travail. Donc, cette invalidité me permet aujourd'hui de pouvoir vivre en ayant un niveau de revenu correct, puisque j'avais la chance d'avoir cotisé à une prévoyance en plus. Donc, j'ai un niveau de revenu correct. Et voilà, je l'accepte. Mais alors, c'est une invalidité à vie? Alors Comment ça se passe? non, c'est pas à vie. A priori, c'est basé sur une durée de 5 ans. D'accord. Et tu peux revoir le médecin de conseil de la Sécu tous les 5 ans. Et puis à ce moment-là, en fonction de comment tu es, et soit c'est prolongé, et ça peut être prolongé jusqu'à ce que ce soit l'âge d'être à la retraite, ou ça peut être arrêté si d'un commun accord, parce que c'est vrai que les médecins de conseil sont pas toujours bienveillants, mais enfin ils voient bien à un moment donné que si tu es pas en état de reprendre le travail. Donc voilà. Oui, et toi, de toute façon, maintenant, c'est pas du tout ta priorité et tu verras bien comment ça se passe dans 5 ans, quoi. Voilà, c'est pas ma priorité, je m'en sens absolument pas capable, ni physiquement ni intellectuellement. Oui. D'ailleurs, j'ai suivi aussi quelques ateliers donc au gîte, et Ouais, je trouve ça fantastique. Et d'ailleurs, je voulais te dire merci pour celui-là aussi, parce que il parle des effets du Chemobrain, bien et sûr. il y a eu cette intolérance au bruit qui a été évoquée, Ouais. et que j'ai moi, et je me suis rendu compte que voilà, le moindre bruit, je suis tout le temps en train de dire à ma fille qu'elle parle trop fort, enfin etc. Et je me demandais si j'étais pas en train de devenir une vieille chouette acariâtre, tu sais. Mais Et ça oui, m'a mais fait heureusement. beaucoup de bien Ouais. de me dire non, c'est pas parce que je suis aigrie ou que je supporte plus rien. Et c'est pas souvent mentionné. Alors moi, j'ai cette problème d'hypersensibilité au bruit aussi. Et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, c'est un des symptômes de l'oncobrain ou chemobrain. En fait, à cause de ce processus attentionnel aussi, tu vois, quand il y a trop de bruit, t'arrives pas à te concentrer. Voilà, des dîners avec beaucoup trop de monde. Donc, ça a été assez intéressant de poster cet effet secondaire-là. Et les gens ont dit, ah bon, mais ça fait aussi partie des troubles cognitifs. Donc, non, tu ne deviens pas une Une vieille vieille chouette. acariâtre. Mais tu vois, ça encore, on parle de cette espèce de légitimité là. Pareil, ça m'a enlevé un poids de me dire ok, j'ai le droit. Enfin, c'est comme ça, je ressens ça. Il Bien y a une sûr. raison pour laquelle je ressens ça. Et oui, c'est pas parce que je suis en train de devenir pas sympa. C'est pas Bah les ouais. effets de la ménopause. Enfin, tu vois, ce qu'on a tendance un peu à nous dire aussi quand on s'énerve un peu trop, machin. Ah c'est la ménopause, ça y est. La ménopause, on prend du poids, on devient pénible, voilà. Bah, tu nous montres que t'as repris le contrôle de tout ça. Alors, je vais te poser la petite question piège. Comment est-ce que tu aimerais c'est vrai que je t'avoue que je resterai encore longtemps, mais j'essaye d'être un peu garante du temps. Et comment est-ce que tu aimerais terminer ce podcast? Waouh! Ah oui, c'est la question piège. Je pensais que je t'avais dit, pardon. Non, mais c'est bien comme ça, c'est blam. C'est spontané. Hem, Avant, je pensais, ce qui m'avait marqué, tu sais, quand on disait: «On peut y arriver à perdre du poids» et cetera, je t'ai dit, quand j'ai dit à l'oncologue que j'avais des articulations, les machins, elle m'a dit: «Oui, oui, comme toutes les autres» et cetera. Et quand j'ai commencé à perdre du poids, elle m'a dit: «Ah vous voyez qu'on peut y arriver». Et je me suis dit: «Elle est pas gonflée celle-là». C'est Alors pas vrai. je voudrais dire, ne vous laissez pas tomber. Voilà. La première personne qui peut prendre soin de vous, c'est vous. Personne d'autre ne sait, au fond, ce qui est le meilleur pour vous. Cette méthode-là, elle a fonctionné pour moi. Je pense que si on a vraiment envie, qu'on est en souffrance et que on a envie de trouver des solutions, on les a en nous. On peut se faire sa petite potion magique de prendre un peu de marche parce que Marie, elle a dit que ça marchait, un peu de collagène marin parce qu'il y en a une autre qui a dit que ça pouvait fonctionner sur les articulations, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Tu vois, et faire sa propre petite potion magique. Et puis Ouais. voir qu'elle peut arriver à fonctionner. Notre corps, il a déjà fait des choses extraordinaires. Il a supporté tous les traitements, il est encore là. Et il C'est peut, chouette que tu dis ça. Ouais, il peut c'est vraiment encore faire chouette. des choses extraordinaires. Il est encore là et on peut encore lui demander des petits trucs. Et donc, voilà, moi c'est ça que j'ai envie de Et dire. lui demander des petits trucs, puis finalement le bichonner aussi un Et petit puis le peu parce bichonner que et puis l'aimer. ouais, Voilà, ouais. l'aimer. Et puis l'aimer, voilà. Et Oh puis là, je crois que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse. Et c'est pas toujours évident après toutes ces mutilations et tout ça. Et parfois c'est un processus
de reconstruction psychique qui prend un petit peu de temps. Oui. C'est possible, hein. Ben, c'est ce que je t'avais dit quand on s'est parlé la première fois. Moi, le cancer, il m'a rien pris. Il m'a appris. Il m'a appris plein de choses. Il m'a appris que je pouvais aimer mon corps à 50 ans avec un sang en moins. Voilà, je l'aime, mon corps. Donc, voilà. Merci Marie. Magnifique conclusion. Merci Marie. Merci. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi, vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Et puis, dernière petite chose, Naître princesse devenir guerrière a lancé sa page sur Tipeee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est rendu évidemment au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci de tout cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts. Et je tiens vraiment à dire quelque chose de très important. La gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité, quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort et prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine.